Je m'appelle Christian Agbobli, vice-recteur à la recherche, à la création et à la diffusion à l'Université du Québec à Montréal. Et je suis bien évidemment chercheur également. Alors, les recherches et sciences participatives sont au cœur de la recherche de manière générale. Et je dirais que pour définir la recherche et sciences participatives, il faudrait surtout parler de recherche avec et pour les communautés, avec et pour la société. Et ce type de recherche, il y a une dimension, je dirais, éthique associée à cette recherche. Et d'ailleurs, cette dimension éthique, c'est un peu ce que Aristote avait écrit dans Éthique à Nicomaque, où il dit que l'éthique, c'est la quête du souverain bien, donc la quête du bonheur. Et la quête du bonheur, c'est un peu ce qui fait en sorte qu'on est sur cette terre. Et cette quête éthique, c'est la quête de la science participative d'une certaine façon. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, par le biais de cette recherche, ou de ce type de recherche, de se dire, on veut mieux comprendre notre société, accompagner la société, potentiellement la transformer. Et dans ce contexte-là, la science participative fait en sorte que la participation citoyenne, la rigueur associée à la science fait partie aussi de ce syntagme qu'on peut appeler la recherche et sciences participatives. La rigueur de la science d'un côté et la dimension plus quête humaine de l'autre avec la science participative. C'est une question de prime importance parce que la recherche de manière globale ou générale, on peut voir qu'il y a une forme d'une part de recherche classique comme vous dites où on réalise il y a une problématique, une revue de littérature, on a des résultats de recherche, on a des répondants à la recherche, ce qui est somme toute classique quand on est en sciences humaines et sociales. Mais au-delà de tout, le point de départ, c'est toujours une question, une préoccupation. Une question, une préoccupation somme toute légitime. Pourquoi pleut-il, par exemple, en ce moment? Eh bien, à partir de cette question, somme toute simple, là, on commence à se poser un certain nombre de questions. Il pleut à quel moment de la journée? Il pleut à quel moment de l'année? C'est un exemple que je vous donne qui fait en sorte qu'à partir de ces questions, eh bien, on réalise une problématique. Mais là, c'est le processus classique de la recherche. On a différents types de recherche aussi, recherche fondamentale, donc qui est le savoir pour le savoir. On a la recherche appliquée, on a la recherche libre, la recherche dirigée, différents types de recherche. Et la recherche sciences participatives est spécifique dans le sens où elle amène à s'interroger sur un certain nombre d'enjeux qui nous dépassent et qui a une finalité de transformation peut-être de la société, tout en s'assurant d'avoir une forme d'objectivité dans la manière dont cette recherche est réalisée. Plusieurs éléments aussi qui permettent de distinguer la recherche classique de la recherche sciences participatives, c'est de dire que on peut, comme chercheur, chercheuse, initier le mouvement, mais ce mouvement peut aussi être initié par les citoyens, par les co-chercheurs, parce que là également la notion du chercheur importe. Est-ce que le chercheur ou la chercheuse, c'est seulement la personne qui est universitaire, a un diplôme doctoral ou postdoctoral? Est-ce que c'est la personne qui est dans une institution universitaire ou c'est une recherche qui se mène à différents niveaux? Est-ce qu'elle se fait dans le monde associatif? Est-ce qu'elle se fait dans le communautaire? Est-ce qu'elle se fait par les citoyens? Et la science participative, la recherche de type science participative permet de penser aussi à ce qu'on peut appeler le pair chercheur, pair, P-A-I-R, chercheur qui
contribue aussi d'une certaine façon à la recherche avec l'expertise qu'il ou elle a dans son contexte, dans son milieu. Et donc c'est un peu ce qui diffère de la recherche classique où a priori on considère que le chercheur ou la chercheuse a l'expertise et arrive du haut de son savoir pour pouvoir travailler sur des objets, sur des sujets et non avec et pour les personnes et les communautés. Donc c'est un peu la distinction que je ferai pour la recherche ou les recherches sciences participatives. Alors, les intérêts sont de plusieurs ordres. D'une part, les citoyens ont ou constatent une situation et se disent bon, ben, comment est-ce qu'on peut transformer, comment est-ce qu'on peut contribuer à, à la transformation de la société, à l'accompagnement, une forme d'accompagnement. Et donc, les citoyens, quand ils collaborent ou participent à la recherche de type participative, ben, d'une part, ils se disent on est reconnu quasiment au même niveau que les chercheurs dits institutionnels et donc ils gagnent en crédibilité d'une certaine façon, mais en même temps, et c'est là où il faut voir toute la dimension équilibrée, en tout cas ou quasi équilibrée de la démarche, parce que les citoyens se disent avec la crédibilité universitaire, collégiale, eh bien, ça renforce ce que nous faisons comme processus. Et souvent, ça aide à des démarches plus lointaines auprès des politiques, auprès des décideurs, auprès des organismes de financement. Et donc, cette crédibilité, c'est un premier élément. Autre gain, et là on le voit sous d'autres cieux, si je peux dire cela, outre le ciel strasbourgeois, c'est la question du financement. Les citoyens peuvent aussi gagner en termes de financement par ce qu'apportent les possibilités de subventions pour des recherches de type alternatives, des recherches de type participative, pour la science citoyenne aussi, qui gagne, en tout cas au Québec, qui gagne beaucoup en termes de reconnaissance, qui fait en sorte que les organismes subventionnaires disent mais nous voulons davantage qu'une forme de mobilisation des connaissances soit faite avec les parties prenantes. Et bien sûr, les citoyens sont des parties prenantes. Donc les citoyens sont également reconnus pour ce qu'ils font, pour leur participation, pour leur connaissance, pour leur expertise. Une expertise qui n'est pas la même que l'expertise du chercheur, de la chercheuse universitaire ou scientifique. Donc il y a ce type de gain. Autre gain qu'on pourrait identifier pour les citoyens, c'est la contribution de l'université, si on parle ici d'université, la contribution de l'université à la société. Parce que quand on créait les universités au Moyen-Âge, on avait l'impression que les universités étaient d'une certaine manière détachées de la société ou regardaient la société en surplomb. D'ailleurs, on a souvent parlé du monde universitaire comme vivant dans une tour d'ivoire, alors que ce n'est pas, en tout cas dans le cadre d'une recherche en sciences participatives, on n'est pas dans la tour d'ivoire et donc les citoyens gagnent cet accès, cette accessibilité au savoir qui est partagé, qui est mobilisé, qui est échangé. Alors, les leviers sont de différents ordres. D'une part, il faut, j'ai parlé tantôt de la crédibilité qu'il faut avoir. Une fois que la crédibilité est assurée, et elle l'est, ben là, ça permet aussi, en termes de levier, de dire ben, comment est-ce qu'on agit pour transformer la société. Donc, les leviers, ce sont à la fois des leviers de type... ce sont des leviers de type politique, économique, socio-culturel.
politique, parce qu'il y a des actions politiques à faire par les citoyens, mais également pour le chercheur ou la chercheuse engagée qui dit ben, j'utilise mon pouvoir de citoyen pour pouvoir le faire. Levier économique, c'est dire aussi ben, la recherche financée, elle est pour la recherche et développement, elle est pour l'innovation technologique, mais elle est-elle pour l'innovation sociale? Donc, on peut très bien aussi agir en mettant de l'avant l'importance de l'innovation sociale pour le financement. Levier culturel, c'est également de s'interroger sur la réalité. J'aime pas trop le terme réalité parce qu'on ne sait pas si la réalité existe, mais en tout cas la perception de réalité ou les contextes dans lesquels on est, les contextes culturels diffèrent en fonction des pays, en fonction des sociétés. Et donc, en mettant en réseau les citoyens en fonction des pays, des sociétés dans lesquelles ils vivent, ben, ça fait aussi un levier culturel important. Enfin, levier social. Ben, le levier social, c'est de dire que ben, nous croyons d'une certaine manière à ce que les parties prenantes contribuent à l'évolution de la société, contribue à ce que la société soit plus juste, plus égalitaire, plus prospère, soit sensible aux enjeux qui nous dépassent, par exemple les enjeux environnementaux, les enjeux de changement climatique, la réduction des gaz à effet de serre. Donc ce sont des enjeux qui sont majeurs pour la société et le monde. Et donc en termes de levier social, ben, il faut s'inspirer ou en tout cas utiliser ces problématiques sociales d'importance qui vont de l'avenir de la planète pour pouvoir agir. Alors, question fondamentale qu'on n'a pas encore abordée. J'aime beaucoup cette phrase de Georges Bernard Shaw qui dit « Certaines gens pensent des choses qui sont et se demandent pourquoi. Moi, je vous demande de penser aux choses qui ne furent jamais et vous demande de vous demander pourquoi pas. » Et le pourquoi pas, c'est ben, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et dans ce contexte-là, les sciences participatives nous permettent d'explorer de nouveaux territoires, nous permettent aussi, par le biais de la collaboration, de la participation, de l'échange avec les citoyens, avec autant les dominants, les dominés, même si ces catégories peuvent être sujettes à caution, autant la recherche avec les animaux, par exemple, plusieurs types de contextes sociaux, de contextes culturels, de répondants qui nous permettent de nous dire « Ok, on n'avait pas exploré telle ou telle dimension, eh bien c'est la science participative qui permet de les explorer parce que des questions, je vous disais tantôt que la recherche classique va faire une revue de littérature, va aller dans le sens normal dont on s'attend d'une recherche. Mais les sciences participatives, la beauté, c'est qu'elle émarge, elle émane du terrain, elle émane du milieu. Donc, ce sont des préoccupations qui n'avaient pas été anticipées et dans ce contexte-là, ben, ce sont des éléments nouveaux, non anticipés qui apparaissent.